Bonjour à tous. Je remercie la Société française de la mucoviscidose de m'avoir conviée à cette session sur l'aspergillose bronchopulmonaire allergique. Et pour commencer, on va aborder la question des outils diagnostiques du point de vue des cliniciens et des centres de mucoviscidose. Donc, l'aspergillose bronchopulmonaire allergique, c'est une maladie liée à l'aspergillus qui est une entité à part entière et bien à distinguer des formes infectieuses invasives liées à Aspergillus fumigatus. Est-ce que c'est une maladie fréquente? Non, ça reste une maladie extrêmement rare, même si elle est finalement plus fréquente que les autres formes d'atteinte aspergillaire, que sont notamment l'aspergillose invasive. Et on est à peu près en France sur 145 épisodes pour 100 000 habitants. On est largement concerné dans le domaine de la mucoviscidose, puisque lorsqu'on analyse la fréquence dans les sous-types de population, eh bien, la mucoviscidose est largement en tête des formes d'aspergillose bronchopulmonaire allergique, avec 10 à 15% des patients atteints. C'est presque beaucoup moins, 1 à 3% des asthmatiques, rares en BPCO et extrêmement variable pour les patients qui ont des bronchiectasies en dehors de la mucoviscidose dans l'ensemble des pays du monde. Alors, face à Aspergillus, deux solutions pour notre système immunitaire. S'il est défaillant, le risque est de faire une forme invasive extrêmement sévère. En revanche, si notre système immunitaire est opérationnel, eh bien, c'est un agent capable d'entraîner une sensibilisation et plus tard un asthme ou une aspergillose bronchopulmonaire allergique. Alors, Aspergillus, c'est un champignon filamenteux qu'on va retrouver dans notre environnement quotidien, aussi bien intérieur qu'extérieur. Il est aéroporté et nous respirons tous environ 10 à 30 spores d'Aspergillus tous les jours. Qu'est-ce qu'on va faire de ces spores aspergillaires? Eh bien, certains d'entre nous, y compris les patients atteints de mucoviscidose, vont être capables de déclencher une réaction allergique, anticorps IgE dépendante, tout simplement parce que cet agent dispose lui-même de protéines antigéniques, presque une cinquantaine d'identifiées à ce jour, et donc capable d'entraîner une réponse immunitaire chez tous les individus. Et par contre, en cas de gens déjà sensibilisés, le fait de re-rencontrer cet agent va entraîner une réaction allergique. L'aspergillose bronchopulmonaire allergique en elle-même est une entité qui combine à la fois une réaction de type immédiate, mais également une réaction de type semi-retardé, puisqu'on retrouve non seulement des IgE, mais également des anticorps de type IgG. Alors, la physiopathologie un peu spécifique à la mucoviscidose, eh bien, on va inhaler ces spores qui, du fait de la diminution de la clairance, vont être capables notamment de germer à l'intérieur de nos bronches et d'entraîner deux phénomènes, à la fois un phénomène allergique où on va avoir la réponse par des lymphocytes Th2 et la production d'anticorps de type IgE, mais également par leurs propriétés mêmes, la capacité à modifier la clairance mucociliaire, entraîner le recrutement de médiateurs et de cellules inflammatoires, l'ensemble aboutissant à une inflammation très importante, le recrutement même de nouvelles cellules et le fait d'altérer l'arbre trachéobronchique des patients atteints de mucoviscidose. Alors, cette étape de sensibilisation dont on a parlé préalablement, est-ce qu'elle est finalement fréquente? Ben oui, elle est quand même fréquente. Dans la population générale, c'est peut-être 6% des gens qui sont sensibilisés à Aspergillus. On voit que chez des gens atopiques, y compris pour la dermatite atopique, c'est 20 à 30% des gens. Les asthmatiques, c'est à peu près 30% aussi. En mucoviscidose, c'est encore plus élevé puisqu'on a des données qui nous disent que 20 à 65% des patients atteints de mucoviscidose sont sensibilisés à Aspergillus. Tous ne feront pas d'ABPA, mais nombre sont sensibilisés. Est-ce qu'on a des facteurs de risque peut-être plus importants d'être sensibilisés? Semble-t-il, si on est de sexe masculin, si on a déjà un asthme sous-jacent, si on a une fonction respiratoire un peu moins bonne, un état nutritionnel plus altéré, et qu'on est éventuellement déjà porteur de Pseudomonas aeruginosa, avec pourquoi pas le rôle éventuel de l'azithromycine. Sur les travaux de l'équipe, notamment de Judith Fillot, on voit finalement l'hypothèse d'une succession d'événements qui aboutissent progressivement en quelques années à la survenue proprement dit d'une aspergillose bronchopulmonaire allergique. Ce qui est quand même important de regarder, c'est quelles sont la réponse de notre épithélium respiratoire face à ces
spores aspergillaires qu'on inhale tous les jours. Et on est quand même intéressé par ce qui se passe chez un modèle animal qui est la souris. On va prendre 2 souris. Une souris qui va être non sensibilisée à Aspergillus et des souris qui sont sensibilisées, elles, à Aspergillus. Et cette expérience qui est déjà un petit peu ancienne, mais qui est très qui nous montre ce qui se passe à l'intérieur des bronches, c'est pour regarder ici, ce qui a été fait, c'est qu'on a fait inhaler à ces souris soit des spores d'Aspergillus mortes, soit des spores vivantes. Et ce que l'on voit ici sur des coupes de poumons, c'est que sur des souris ici qui n'étaient pas sensibilisées préalablement, eh bien, on va voir que la réponse est bien différente de celle qui inhale des spores vivantes, avec vraiment une réaction extrêmement marquée, un épaississement ici de l'épithélium, un recrutement de cellules inflammatoires et une modification même de la structure de l'épithélium avec l'augmentation de cellules, qui sont notamment des cellules à mucus, qui vont être responsables de cette hypersécrétion que l'on voit dans cette pathologie. Donc, qu'est-ce qu'on retient de ces souris? C'est que finalement, le fait de respirer des spores d'Aspergillus va entraîner une réaction locale, inflammatoire, importante, progressive, et que ceci se présente d'autant plus que les spores sont vivantes. En revanche, si l'on prend des souris qui sont préalablement sensibilisées, ce qui encore une fois chez les patients atteints de mucoviscidose est fréquent, eh bien on voit que malheureusement, même avec des spores qui vont être mortes, on a une réaction qui se présente de façon très significative avec une modification, encore une fois, de cet épithélium bronchique par le simple fait d'avoir inhalé ces spores, même mortes. Donc, une information qui sera importante, qui sera à mettre en parallèle avec la stratégie thérapeutique, puisque effectivement, on a un rôle joué par tout notre système immunitaire face à cet allergène, mais l'allergène lui-même, ou en tout cas les spores elles-mêmes, sont capables d'entraîner une réaction proprement dite locale, agressive, et ce, même si elles ne sont plus capables finalement de germer au sein même de nos bronches. Donc, à retenir pour les stratégies ultérieures. Alors, avant de parler des outils diagnostiques, le diagnostic, ça commence par la clinique. Et la clinique, c'est des patients qui vont être plus essoufflés, qui parfois vont siffler, mais qui vont surtout avoir une toux et des expectorations abondantes de couleurs variables, un peu mastiques, parfois des hémoptysies qui sont des fois le premier signe qui doivent faire évoquer une aspergillose bronchopulmonaire allergique. Certains vont faire un tableau un peu aigu avec un fébricule. Si l'on regarde également les éléments d'imagerie, on va voir se modifier le scanner thoracique des patients avec soit des infiltrats unis bilatéraux, soit des impactions mucoïdes extrêmement marquées au niveau des bronches. Et l'autre élément qu'on va regarder, bien sûr, ce sont des éléments biologiques qu'on redétaillera après et qui vont évoluer dans le temps, dans le suivi évolutif de ces patients. Donc finalement, le diagnostic n'est pas simple puisqu'il dépend de plusieurs éléments, la clinique, la biologie et l'imagerie. Les diagnostics, les éléments diagnostiques retenus dans le cadre de la mucoviscidose se sont identifiés de façon particulière par rapport à toutes les classifications et critères diagnostiques qui ont été proposés pour la BPA hors mucoviscidose parce que le terrain est particulier. On sait très bien qu'un patient qui va siffler, tousser, cracher n'a pas forcément une ABPA, il a déjà une mucoviscidose. Donc, ces critères diagnostiques classiques et critères diagnostiques minimaux, vous le voyez ici, font appel à des critères cliniques de détérioration aiguë ou subaiguë. Des critères biologiques qui sont le dosage notamment des IgE totales. On s'attend à des valeurs très élevées, supérieures à 1000, mais qui peuvent être un petit peu moins élevées dans des formes intermédiaires, ou parfois même entre 200 et 500 unités par ml, et qui nécessiteront certainement de recontrôler ultérieurement ce paramètre. On va rechercher également une réponse immunitaire, soit sous forme de test cutané qu'on verra après sous forme de prick test, soit sous forme d'IgE, et puis une réaction également sous un format IgG avec la recherche d'anticorps sériques. Enfin, l'imagerie a son rôle important, y compris dans la mucoviscidose, puisqu'on va avoir des images se modifier et ne pas répondre au traitement classique que l'on utilise de type traitement d'exacerbation infectieuse. Alors, juste l'exemple, puisque ça, c'est nos patients, c'est ce qu'on voit au quotidien. Donc, c'est Thomas, il a 20 ans, il a un diagnostic relativement tardif.
mais c'est une mucoviscidose avec une atteinte pancréatique exocrine et un asthme qui a commencé depuis l'âge de 7 ans. Et on voit que ce patient, en fait, il change de région et son scanner tend à se modifier un peu avec des infiltrats qui sont plus marqués et qui ne répondent pas au traitement classique simple contre le staphylocoque aureus. Donc, comme nous le faisons tous les ans, dans le cadre du bilan annuel, on fait le suivi et le dépistage de cette aspergillose bronchopulmonaire allergique. Et on voit que chez ce patient, eh bien, les IgE totales évoluent, les IgE spécifiques apparaissent et augmentent. La sérologie, elle est plutôt stabilisée. En revanche, les éosinophiles augmentent, le PRIC est positif et on retrouve de l'aspergillus déjà depuis quelque temps chez lui, avec une petite modification des données fonctionnelles, même si elle reste très bonne, il chute un peu son VMS. Donc ça, c'est un tableau que l'on voit dans le suivi évolutif de ces patients, avec des critères qui apparaissent, qui sont à la fois des critères IgE, pas des critères IgG dans le cas présent, mais un certain nombre de paramètres. Et vous voyez que pour poser le diagnostic, eh bien, on va essayer de les colliger dans leur ensemble. Parce que ce diagnostic est difficile et on ne peut pas se contenter de l'apparition d'un seul de ces paramètres. Il faut une confluence d'arguments cliniques, immunologiques, microbiologiques, radiologiques. Et si on aborde aujourd'hui la question des outils diagnostiques, c'est parce que tous ces outils sont pertinents, mais manquent encore de performance, et de performance notamment dans la forme d'ABPA liée à la mucoviscidose. Alors, ces outils diagnostiques, on va commencer par le scanner. Le scanner, on peut le regarder d'une autre manière, c'est-à-dire regarder spécifiquement la densité des sécrétions à l'intérieur de ces bronches et voir que dans le cas d'une ABPA en poussée, notamment, on va voir apparaître une hyperdensité de ces impactions mucoïdes. Et si on les compare, on les voit comme étant beaucoup plus denses que ici la densité du muscle squelettique paravertébral. Ça, c'est un élément aujourd'hui très spécifique, considéré comme pathognomonique de la BPA. Et c'est également un élément qui, s'il est présent, préjuge souvent d'un élément de moins bon pronostic et de risque de rechute importante. Le scanner a toute sa place dans le diagnostic de la BPA. Il a aussi été développé, notamment par l'équipe de Bordeaux avec Gaël Dourne, le fait d'utiliser l'IRM, moins accessible pour la plupart des centres, mais hautement performante sur ce diagnostic, puisque de la même manière qu'on voyait une modification de densité ici sur le scanner, eh bien, en signal T1 de l'IRM, on voit une hyperintensité en lieu et place des lésions en faveur d'une ABPA, ce que l'on ne voit pas dans une forme ici, qui est une forme de dilatation des bronches sans ABPA. Donc l'imagerie vient nous aider pour conforter des éléments diagnostiques, éliminer peut-être des diagnostics différentiels. On va faire des éléments et on va doser. On va doser les IgE totales. Alors les IgE totales, on sait que globalement, si elles sont normales, on peut s'affranchir du diagnostic d'ABPA. Mais par contre, ce taux va être extrêmement variable en fonction notamment du fait d'avoir reçu ou pas de la cortisone. Ça va faire baisser les IgE totales. Il faudra être vigilant également aux unités, puisque le critère diagnostique, c'est se qualifier en unité internationale par ml. Et certains laboratoires sont parfois susceptibles de donner en milligrammes par ml. Et attention, 1000 mg par ml, ça ne correspond pas à 1000 unités, mais 400. Enfin, ces paramètres ne sont pas utilisables à tous les âges. On considère qu'ils sont applicables à partir de l'âge de 6 ans. On a vu que c'était une maladie à composante allergique, donc on va rechercher l'hypersensibilité immédiate à Aspergillus fumigatus chez les patients. Et on avait la possibilité jusqu'à il y a peu de faire des prick tests. Donc un prick test, c'est très simple, on met une goutte d'allergène standardisé, on met un prick qui va mettre en contact l'épiderme et donner une réaction sous forme d'une papule que l'on va mesurer dans les 15 minutes qui suivent le test. C'est un test extrêmement facile, c'est rapide, ça ne coûte pas très cher, mais ça dépend de la disponibilité de l'antigène et ça, actuellement, c'est un élément plus compliqué. Mais ça reste un test qui est extrêmement sensible et on sait que si vraiment le test est négatif, la probabilité là aussi d'ABPA est quand même relativement faible. Par contre, sa spécificité, elle est un petit peu moins bonne parce que, on l'a vu, être sensibilisé à Aspergillus ne fait pas de vous une ABPA.
Et on l'a vu que cette sensibilité était extrêmement fréquente chez les patients asthmatiques, mais également chez les patients atteints de mucoviscidose. Les éléments qui viendront peut-être dans la suite, c'est le fait d'utiliser comme extrait antigénique des allergènes recombinants ou moléculaires. On précisera les choses un peu plus tard dans cette présentation, mais ça pourrait être une solution d'aller doser non pas un allergène global, c'est un mélange d'allergènes, mais un allergène bien spécifique qui serait plus enclin à nous démontrer qu'il s'agit d'une ABPA. Si l'on ne peut plus faire de prick test, on peut encore faire le dosage biologique des IgE spécifiques globales à Aspergillus fumigatus. Ce sont des tests biologiques qui sont commerciaux aujourd'hui et qui vont être capables effectivement de détecter la présence d'IgE chez l'individu testé. Donc, la problématique, c'est qu'on sait que quand on fait ça chez tous les patients atteints de mucoviscidose, on l'a dit, 50% d'entre eux sont susceptibles d'avoir ces IgE, sans que ça fasse pour autant un critère absolu d'ABPA. Donc, on n'a pas non plus de critère de seuil qui soit défini. Positif aujourd'hui sur les normes, c'est supérieur à 0,1, c'était avant supérieur à 0,35. Et donc, la positivité, eh bien, c'est supérieur aujourd'hui à 0,1 ou 0,35 selon les valeurs. Le problème de ces IgE spécifiques, il faut le savoir, c'est qu'elles vont être positivées par d'autres espèces fongiques et on le retrouve parfois positif, même si le patient est finalement en contact plutôt avec du Candida albicans ou en contact avec de l'Alternaria. On voit aussi que ces anticorps ils vont être positifs si ils détectent des groupements glucidiques, qui sont des groupements qu'on peut retrouver dans Aspergillus, mais qui n'ont aucune pertinence clinique. C'est pour ça que sont en cours de développement, bien sûr pas que pour la BPA, les premiers développements se sont faits dans le cadre de l'allergie, notamment alimentaire. Qu'est-ce que l'on fait lorsqu'on parle d'allergènes moléculaires ou d'allergènes recombinantes? C'est qu'on va passer d'une vision macromoléculaire, c'est-à-dire que voilà, une pomme, c'est un mélange de composés. On va doser ce mélange de façon globale à une vision moléculaire, c'est-à-dire qu'on va être capable d'identifier individuellement chacun des allergènes contenus sur l'exemple ici de la pomme et de le doser, de le tester spécifiquement et individuellement. C'est ce que sont capables de faire ce qu'on appelle les IgE moléculaires ou recombinantes, c'est doser chacun de ces composés. Alors, vous verrez, on leur donne des noms un peu particuliers, donc, qui sont liés à une nomenclature internationale. Donc, il y a un petit R devant pour dire que c'est recombinant. Là, c'est les 3 premières lettres du genre, la première lettre de l'espèce, et puis le numéro, c'est juste l'ordre de découverte. Donc ici, pour l'arachide, c'est R, ARA, H1. Pour l'aspergillus, c'est R, ASP, F, 1, 2, 3, 4, 5, dans l'ordre de découverte. Et de découverte, il y en a eu beaucoup, puisque si on prend juste Aspergillus fumigatus, ici, on a un site qui nous permet d'identifier toutes les molécules découvertes, et vous voyez qu'on en est presque à une cinquantaine de protéines susceptibles d'entraîner une réaction allergique. De ces 50 protéines, aujourd'hui, seules 5 sont commercialisées et peuvent être utilisées au quotidien. Lesquelles sont-elles? On a l'ASP F1, vous voyez, qui est une ribonucléase. Donc, c'est souvent des enzymes au sein d'Aspergillus qui sont détectées comme antigènes. Qu'est-ce qui est intéressant? Elles sont absentes des spores et uniquement produites au cours de la germination, donc plutôt dans une étape de prolifération aspergillaire dans l'organisme. C'est très spécifique d'Aspergillus fumigatus et c'est une allergénicité majeure. Donc finalement, quand on les dose chez les patients qui ont une BPA, oui, on va le retrouver finalement de façon fréquente. On a d'autres allergènes moléculaires. On a la numéro 2, qui est également présente très fréquemment chez les patients BPA. La numéro 3, elle est intéressante parce qu'elle, par contre, elle peut permettre d'identifier des réactions croisées entre Aspergillus et d'autres protéines présentes dans d'autres champignons que sont Candida et Penicillium, par exemple. L'ASP F4 a elle aussi une très bonne spécificité vis-à-vis de la BPA, mais on va la retrouver très augmentée si on a un terrain notamment de dermatite atopique. Et la 6 qui, elle aussi, peut être retrouvée de façon élevée dans les dermatites atopiques. Donc, ces éléments sont intéressants parce qu'ils sont beaucoup plus précis dans l'identification de l'antigène et pourraient peut-être nous aider dans le cas de la BPA.
Je vous prends ici un travail qui a été fait donc, chez des patients atteints de mucoviscidose. On a distingué 3 grandes catégories de patients, ceux qui ont une ABPA, ceux qui ont une bronchite aspergillaire et ceux qui ont une simple sensibilisation aspergillaire. Et la question était de voir si en utilisant ces allergènes, on permettait de distinguer ces 3 catégories d'individus, en dehors du fait que vous le voyez, ils ont des critères associés, bien sûr, d'éosinophilie, de taux d'IgE total augmenté et de taux d'IgG. Eh bien, globalement, ça semble être intéressant peut-être pour distinguer les simples sensibilisations de la BPA. Par contre, des patients avec une situation peut-être intermédiaire qui serait une bronchite aspergillaire, eh bien, même si statistiquement c'est significatif, on voit bien qu'on ne peut pas donner de seuils qui sont suffisamment pertinents. Donc, globalement, il y a une piste à prolonger. Des études sont en cours, y compris par des équipes françaises, pour savoir quelle est la place de ces allergènes moléculaires, pour nous préciser quels patients sont finalement des ABPA à distinguer de simples sensibilisations ou de formes de bronchite aspergillaire. Aujourd'hui, il n'y a bien sûr pas de données qui les recommandent actuellement, mais c'est des données qu'on devra regarder et suivre. Les IgG, c'est la sérologie aspergillaire. Donc, tout le monde l'a fait avec des méthodes qui sont différentes d'un laboratoire à l'autre. Souvent des méthodes industrielles qui sont plutôt sensibles, mais qui nécessitent parfois d'être combinées et complétées par des méthodes plus spécifiques, et notamment l'utilisation classique de la méthode ELISA, qui peut être par exemple complétée par l'électrocinérèse, qui va être plus spécifique d'Aspergillus. L'intérêt de ces méthodes quand même industrielles, c'est qu'elles sont effectivement reproductibles, elles peuvent être recontrôlées chez chacun des patients et permettent ce suivi évolutif. Il faut savoir que ce n'est pas parce qu'on a des IgG anti-Aspergillus fumigatus qu'on a une ABPA, puisqu'on peut retrouver ça uniquement chez des patients qui ont par exemple une forme d'aspergillose pulmonaire chronique. Donc c'est encore un test biologique qui apporte un élément supplémentaire, mais qui n'est pas pathognomonique. La chose qui serait certainement pertinente dans les suites, c'est que l'on dose non seulement les IgG, mais plutôt les sous-classes d'IgG contre Aspergillus fumigatus. Il y a un intérêt croissant pour le dosage précisément des IgG 4. Il y a d'autres tests qui existent, qu'on utilise dans le monde allergologique et qui pourraient être appliqués à la BPA. L'exemple, c'est le test d'activation des basophiles. Vous allez prendre du sérum de patient, vous allez extraire leur basophile et vous allez le mettre en contact de l'antigène, tout ça dans un tube, et identifier la capacité qu'a cet antigène à faire dégranuler les basophiles du patient. Donc, c'est un test qui se fait ex vivo avec des marqueurs qui permettent de confirmer cette capacité à dégranuler. Donc, c'est une méthode indirecte qui a probablement du sens, mais qui reste encore une méthode complexe que tous les laboratoires ne font pas, qui sont un peu des méthodes maison. Et donc, la difficulté d'accès au dosage reste encore complexe, mais c'est également un élément qui peut être complémentaire dans des cas difficiles. On a de la même façon des méthodes de stimulation leucocytaire que sont les CAST, qui là aussi pourraient avoir du sens en mucoviscidose, puisque on va le retrouver fortement sensible dans les cas d'ABPA, mais effectivement moins spécifique qu'attendu. Donc, un acteur supplémentaire qui nécessitera d'être combiné avec d'autres marqueurs que nous venons de citer. Encore des données à attendre dans ce domaine. On a un marqueur supplémentaire qui est évoqué, qui est le TARC. C'est une chimiokine qui va être produite en cas de réponse immunitaire contre ces champignons. Et donc, ce qui avait été montré, c'est que des patients atteints d'ABPA avaient clairement des taux de TARC beaucoup plus élevés que ceux qui n'avaient pas d'ABPA. Et que comparé à d'autres marqueurs, même si peut-être il viendra en complément, eh bien, il semblait beaucoup plus sensible et spécifique que notamment les IgE total et les IgE spécifiques. Et donc, cette mesure de TARC pourrait faire peut-être la différence entre une mucoviscidose avec ou pas d'ABPA versus des patients purement colonisés ou sensibilisés. Et ce qui est peut-être intéressant, c'est que ça pourrait être élevé même avant l'apparition des signes proprement dits d'ABPA. Donc la place de cet acteur, de cet outil, serait un éventuel marqueur potentiel clinique de détection plus précoce. J'aborde un autre marqueur biologique qui est la mesure du NO, qui a été largement développé dans les asthmes, dans le suivi évolutif des asthmes. Et ici, je ne pouvais pas ne pas évoquer son utilisation dans le cadre de patients atteints de mucoviscidose, ici une cohorte pédiatrique. Et l'on voit que, à l'image d'autres marqueurs qu'on a déjà cités, les éosinophiles,
eh bien, l'ENO semble plus élevé effectivement chez les patients enfants atteints de mucoviscidose par rapport à ceux qui seraient ici purement sensibilisés à Aspergillus. Donc un marqueur qui aujourd'hui n'est pas à la nomenclature, mais qui pourrait venir compléter notre arsenal d'outils. Et puis un outil qui reste quand même indispensable à mon sens, c'est l'enquête environnementale, puisque on sait qu'aujourd'hui, il faut la rencontre entre un individu et des spores aspergillaires. Ces spores aspergillaires, il est certain que si l'on en inhale 10 à 30 et qu'on se met à en inhaler 300 et qu'on a vu que l'impact était très majeur, y compris chez des souris non sensibilisées à Aspergillus, eh bien on comprend que pour ce qui nous concerne récemment dans la région niçoise, l'exposition massive à des spores aspergillaires dans les suites, par exemple, d'inondations ont entraîné des manifestations cliniques beaucoup plus marquées. Donc, c'est à la fois une enquête, bien évidemment, d'événements aigus, mais également d'événements chroniques que sont l'environnement personnel, intérieur et certainement également l'environnement professionnel auquel on est largement exposé en durée. Et je termine sur l'environnement, qui est cette étude extrêmement récente, mais qui a colligé plus de 1200 patients atteints de mucoviscidose en Allemagne, pour dire que les animaux de compagnie ont peut-être un rôle à jouer sur l'exposition aspergillaire. Et dans ce travail qui a analysé l'ensemble des animaux de compagnie ou pas présents au domicile, il semblerait que le chien ait un rôle plus marqué, ou en tout cas serait plus fréquemment présent chez les patients atteints de mucoviscidose développant une aspergillose bronchopulmonaire allergique. Voilà, je vous remercie sur ce panorama des outils diagnostiques. Je pense que ça viendra compléter les présentations suivantes et je reste à disposition pour les questions. Je vous remercie.